Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix au fil de la patience sur YouTube et Instagram et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xila sur Ravelry. Aujourd'hui on est le dimanche 2 mars et je profite du fait qu'il fasse vraiment extrêmement beau et que du coup il y ait de la lumière, il y ait pas mal de lumière dans mon atelier pour te parler de ma robe que j'ai préparée pour le défi couture 2.0. Je vais un peu t'expliquer tout le processus créatif, te donner du contexte aussi vis-à-vis du défi, et un peu t'expliquer ce qui s'est passé pour moi pendant ces quasiment 2 mois, ou non, vraiment 2 mois de préparation et de couture pour ce défi. Au moment où je tourne, donc comme j'ai dit le dimanche 2 mars, on n'a pas encore les résultats du concours. Les résultats seront publiés le mercredi 5 mars dans l'après-midi. Donc techniquement, si j'ai bien fait mon boulot, le jour où sort cette vidéo, les résultats auront été publiés. Je ferai sûrement une toute petite vidéo le 5 mars pour rajouter à la fin, un petit clip pour rajouter à la fin de cette vidéo. Pour toi, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, il y aura 3 jours entre-temps. Mais voilà, vu qu'il faisait beau, je me suis dit, allez hop, c'est parti, profitons de la lumière. Ça te permettra aussi sûrement de beaucoup mieux voir ce qui se passe avec ma robe, tu comprendras pourquoi. Donc, le défi couture 2.0, c'est un défi couture, comme son nom l'indique, qui est organisé par Mode et Tissu. Mode et Tissu, c'est un salon de mode et tissu qui a lieu sur fin mars à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà. Qui est organisé depuis je ne sais plus combien d'années, en tout cas le salon, et le défi couture, il me semble qu'ils ont commencé à la période de la Covid. J'ai pas exactement les détails, ainsi de suite, j'ai pas tout regardé en détail. Si tu veux l'historique, je t'invite à aller voir aussi le blog et le site internet de Mode et Tissu. En tout cas, j'ai découvert l'existence de ce défi couture l'année dernière, au moment du salon. Je suis pas moi personnellement allée au salon, mais vu que c'est un salon qui a lieu pas très très loin de chez moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux pas mal de choses vis-à-vis de ce salon-là, et en allant voir de plus près sur le compte Instagram et ainsi de suite, j'ai découvert ce défi couture 2.0. Ça m'a donné très envie, j'étais très excitée, mais du coup c'était trop tard, vu que j'ai vraiment vu ça au moment du salon. Du coup j'ai vraiment eu cette excitation tout au long de l'année 2024. De temps en temps je me souvenais, ah oui c'est vrai qu'il y a ce truc là, et j'avais pas hâte, mais surtout je me réjouissais de découvrir quel allait être le thème pour l'année 2025. En 2024 le thème c'était Caro et compagnie, et il y avait un patron de robe imposé, un patron de chaque coup, et il fallait faire une robe en fonction de ça, et du coup j'avais hâte de savoir quel était le thème, et je supposais qu'il allait aussi avoir un patron imposé, donc de découvrir le patron. Donc de mémoire c'est le 13 décembre, c'était pas exactement le 13 décembre, mais on va dire le 13 décembre, sur leurs réseaux sociaux. Mode et Tissu ont partagé le thème pour l'année 2025 et un patron pour l'année 2025 aussi. J'étais très contente de voir déjà dès décembre quel était le thème et le patron, parce que les autres années en fait c'était plutôt publié mi-janvier, et ce qui faisait qu'il y avait un mois pour faire. Là j'étais contente qu'il y ait 2 mois, parce que ça laisse aussi plus de temps pour le faire, ou plus de possibilités de le faire, surtout quand on a un travail à côté. Mais voilà, donc le 13 décembre 2024, le thème a été révélé. Donc le thème c'est « Il était une robe, conte et légende ». Avec un patron imposé, je regarde sur le côté parce que j'ai mon carnet, avec un patron imposé qui était le patron de la robe Charlotte de Chacou. Voilà, et du coup on avait jusqu'au 18 février 2025 midi pour envoyer le dossier complété. Donc le défi couture il se passe en plusieurs étapes. Il faut d'abord s'inscrire, donc ça c'est facile, il suffit de remplir un formulaire, et après avoir rempli le formulaire on avait un code, il me semble que c'était un code, je sais plus exactement, en tout cas c'était organisé de façon à ce qu'on ait quelque chose qui nous permette de récupérer gratuitement le patron de la robe Charlotte de Chacou, et ensuite c'était parti. Le but du défi, c'est de faire une robe en partant donc du patron de la robe Charlotte de Chacou,
de modifier cette robe pour qu'elle soit nôtre, qu'elle nous ressemble et ainsi de suite, enfin qu'on s'approprie, voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'on s'approprie le patron de la robe initiale, mais il faut que le patron soit encore reconnaissable à la fin. C'est une balance, je trouve, qui n'est pas facile à trouver. C'est là où j'ai eu le plus de doutes et le plus de réflexions. Ce qui conseillait aussi sur les réseaux sociaux, donc le 11 c'est Mode et Tissus, le conseil qu'il donnait aussi c'était d'aller voir les défis précédents, surtout celui de l'année dernière, vu que l'année dernière il y avait aussi un patron imposé et quelle robe avait été sélectionnée. Parce que oui, j'ai pas dit, je pars dans tous les sens. Donc, d'un point de vue date, donc 13 décembre, révélation du thème, ensuite il fallait s'inscrire pour obtenir le patron, et donc jusqu'au 18 décembre pour donner le dossier complet. Et ensuite, le 5 mars 2025, il y a la révélation des 12 robes qui sont sélectionnées. Et ensuite, il y a 7 ou 8 jours pour envoyer, si on a été sélectionné, pour envoyer sa robe. Et la robe ensuite est exposée pendant 4 jours, donc toute la durée du festival, du salon Mode et Tissus, et le jury ainsi que le public vote. Et cette année, c'est une nouveauté, il y a aussi un vote des exposants qui est à part. Mais en tout cas, ce vote public-jury mène ensuite à un classement de 1 à 12 des robes, avec des prix en fonction du classement. Et le dimanche, s'il y a au moins 6 personnes qui sont prêtes à le faire, il y a un défilé avec les robes. Du coup, on peut aller défiler avec sa robe pour présenter sa robe. Et à l'issue du défilé, il y a la révélation du classement final. En gros, voilà. Donc maintenant, je retourne dans la plongée. Donc voilà, après, c'est à la fois cadré et à la fois libre. Donc on a ce thème, il était une robe, conte et légende, et le patron de base. Trouver cette balance donc entre modifier le patron de base, mais qu'il soit encore reconnaissable, mais il faut pas être trop près du patron de base, mais il faut quand même le modifier. C'est cette balance où je sais pas, est-ce que j'ai réussi à vraiment faire comme il fallait ou pas, ou bien est-ce que j'ai trop modifié ou pas assez. On verra. En tout cas, c'est ça que j'ai trouvé pas forcément très très évident. Mais déjà, quand j'ai lu le thème, en fait j'ai su ce que je ne voulais pas faire, dans quel genre de thème je voulais pas me lancer, ou quel type de conte ou d'histoire je voulais pas aller. J'avais pas envie de faire une princesse, par exemple. Quand j'ai lu Contes et légendes, j'ai tout de suite pensé aux princesses Disney parce que j'ai grandi avec les Disney et ainsi de suite, mais j'avais pas envie de partir là-dessus. Mais voilà, disons que je savais sur quoi je voulais pas aller, mais je savais pas sur quoi je voulais aller, justement, et j'avais vu ce thème quand j'étais au travail, et je me suis dit, voilà, c'est dans un coin de ma tête, ça commence à turbiner, quand je rentre, brainstorming avec mon compagnon, et je savais que mon compagnon étant passionné de tout ce qui est antiquité et Grèce antique, Rome antique et ainsi de suite, je me suis dit, avec c'est certain qu'il va venir avec une déesse grecque ou romaine, c'est ce qui s'est passé. Voilà, quand on discutait un petit peu des possibilités et ainsi de suite, on était en train de manger et au bout d'un, il me propose une première déesse et puis après il me parle de Nyx. Et du coup, je le regarde avec des grands yeux et je lui dis qui mais qui est Nyx? Et n'ayant pas moi-même joué à Hades, en tout cas Hades 2, enfin le premier non plus, mais si vous jouez un peu aux jeux vidéo, je pense que vous avez déjà entendu parler de Hades. Je ne connaissais pas Nyx, c'est une déesse grecque et c'est la déesse primordiale, c'est une déesse primordiale et c'est la déesse de la nuit. Et quand Vincent m'a dit déesse de la nuit, j'ai eu tout de suite une image en tête, tout de suite. J'ai eu une image d'une robe longue, ceinturée, avec des manches assez vaporeuses, un jeu avec des perles ou des sequins, et en tissu très sombre et quelque chose de très voluptueux. Quelque chose de fluide, avec un peu quelque chose de plissé pour rappeler les... Alors, j'ai recherché le terme après, mais pour rappeler les peplos, donc les tenues grecques typiques avec qui sont fermées par des fibules et les pans qui retombent et qui est ceinturée aussi. J'ai vraiment eu tout de suite une image de robe et je me suis dit, go, je pars là-dessus. Ensuite, j'étais inquiète toute la soirée. J'étais là, mais est-ce que la mythologie, ça rentre dans les contes et légendes ? Dans ma tête, je me suis dit oui,
mais d'un autre côté, c'est marqué contes et légendes, vu que la mythologie c'est lié aux dieux, je me suis dit, est-ce que ça rentre vraiment dedans ou pas? Et en fait, tout bêtement, j'ai posé la question sous le post Instagram qui présentait le thème. J'ai dit, est-ce que la mythologie, ça compte aussi? Est-ce que c'est aussi dedans? Parce que j'étais vraiment très... Ouais, j'ai tout de suite eu de l'inspiration en pensant à Nyx et ainsi de suite. Mais je me suis dit, si je fais toute une robe dans la mythologie grecque, inspirée de la mythologie grecque, et qu'à la fin, c'est hors sujet... ce serait vraiment dommage. Donc j'ai posé la question, elle m'a dit oui, c'est bon, la mythologie compte aussi dans les légendes. Donc c'était parti. Je me suis dit, allez hop, on part sur Nyx. Et j'ai réfléchi à... Non, là, j'avais pas mis la date. Donc je vais te montrer... Donc ça, c'est le schéma technique de la robe Charlotte, du devant. Et j'ai fait deux choses. Donc j'ai fait ce premier schéma technique, et j'ai marqué au crayon, je sais pas à quel point t'arrives à lire, mais j'ai marqué un petit peu mes premières idées de qu'est-ce que je pourrais faire. Donc allonger les basques, réduire l'ampleur, peut-être remonter la taille, peut-être resserrer un petit peu à ce niveau-là, bidouiller un truc au niveau des manches, enfin voilà, j'ai sorti un peu toutes les idées que j'avais. Et ensuite, j'ai fait un dessin technique de mon idée de base. Donc, ce que j'avais fait, c'est que celle-là étant au feutre, en fait, j'ai superposé j'ai pris une feuille blanche que j'ai mis là-dessus et j'ai redessiné un petit peu mon idée pour aussi me faire une meilleure idée. Donc, c'était la toute première idée que j'avais donc, pour Nyx, avec une robe ceinturée, robe un peu longue, une manche qui soit fendue sur l'épaule et en reprenant le poignet de manche et le petit volant. Parce que les caractéristiques un peu principales de la robe Charlotte, c'est vraiment, de mon point de vue, et c'est aussi ce qui était un peu ressorti sur les réseaux sociaux, le boutonnage de base en haut, les deux basques et le volant en bout de manche. Donc au début, je suis partie en me disant, je refais un peu ça, mais je prends cette idée de faire des manches un peu fendues pour voir apparaître, pour laisser apparaître l'épaule et le bras, mais en reprenant quand même le petit volant, histoire de rester vraiment dans le thème, avec une ceinture avec des sequins, faire donc une robe plus longue, et des ourlets roulotés sur le bord, et j'avais mis aussi bidouiller quelque chose pour faire un système qui ressemble un petit peu à des fibules. Initialement, je voulais essayer de faire un truc en feutrine, et l'idée principale que j'avais, donc c'était de faire quelque chose avec de la feutrine à poser par-dessus, et en forme de lune pour rappeler un petit peu le ciel et ainsi de suite. Et du coup, je me disais, ça ferait un mélange entre Nyx et Séléné. Voilà, c'est aussi pour ça les petits dessins sur le côté, j'étais là, qu'est-ce que je pourrais faire, et avec une idée d'un long foulard qui serait maintenu dans ces fibules. J'avais regardé aussi un petit peu avant de faire ce dessin sur internet les représentations qui existent de Nyx, et en fait il y en a assez peu. Les rares fois où elle a été représentée, elle est représentée en fait souvent habillée de noir ou de bleu très très foncé, en emmenant avec elle un voile noir ou bien un voile noir étoilé, pour cette image du ciel qu'elle amène la nuit en fait, en gros. Et j'ai regardé aussi du coup la représentation de Nyx qui avait été faite dans Hadès 2, et dans Hadès elle a aussi ces longs foulards. Donc voilà, j'avais cette idée-là. Et ensuite, il fallait s'y mettre, et il fallait surtout trouver les tissus. J'avais regardé un petit peu en ligne. J'ai regardé en ligne initialement sur Mondial Tissu, parce que j'ai un Mondial Tissu pas très loin de chez moi. Les quelques tissus que j'ai repérés, où je me suis dit tiens ça pourrait peut-être être intéressant, c'était des tissus qui n'étaient pas physiquement dans le Mondial Tissu, qui est pas loin de chez moi. Donc je me suis dit bon, j'ouvre les possibles et je regarde sur d'autres sites si de toute façon je dois commander entre guillemets à l'aveugle, donc sans avoir vu la vraie couleur ni toucher la vraie texture. Dans ces cas-là, je regarde pas que chez Mondial Tissu, je regarde un petit peu chez
chez d'autres fournisseurs de tissus. Au final, je me suis retrouvée à passer 2 commandes. J'ai passé une première commande chez Rascol où j'ai acheté un tuile de viscose bleu marine, bleu foncé, de la mousseline noire et de la mousseline bleu marine. J'ai pris 3 mètres de chaque. Je me suis dit qu'une robe longue dans 3 mètres, ça devrait passer. J'avais regardé un petit peu sur certains patrons, je me suis dit wow, ça devrait aller parce que je fais 1m64 et je fais quand même une petite taille, donc je me suis dit ça ira. Et j'arrivais pas à savoir si je voulais qu'il y ait un côté satiné ou pas sur ma robe, j'étais pas certaine. Et donc j'ai aussi passé en parallèle une commande chez Coupons de Saint-Pierre où j'ai acheté 2 coupons qui étaient pas très très chers. Qu'est-ce que c'était comme matière ? Un satin de coton et une viscose, je crois. Je sais plus. En tout cas, voilà, j'ai passé, c'était aussi des coupons de 3 mètres. Je me suis dit, ça fait beaucoup de tissu, mais au pire, ça me servira aussi à faire des toiles pour d'autres tissus. Ça me laisse un choix. Voilà, certaines personnes verront peut-être ça comme du gaspillage. Moi, ça m'aidait dans ma réflexion et j'avais du mal à me dire comment je peux faire si j'ai pas de comparatif. Et de toute façon, je trouve toujours une utilité au tissu que j'ai. En recevant les tissus, c'est vraiment le tuile de viscose qui m'a appelée, on va dire, parce que le tuile a vraiment ce côté un peu plus lourd. C'était aussi sur le papier, hein, c'était le tissu le plus lourd, mais je trouvais que le tombé du tuile était le plus joli. Et il y a une certaine... c'est pas vraiment une brillance, je regarde parce que du coup ma robe est là, mais enfin voilà, en tout cas en termes de... le mélange de nuances... Enfin, pas de nuances, de couleurs de tombée et ainsi de suite. J'ai vraiment été attirée par le tuile. Et les couleurs des mousselines, j'étais sûre que... Enfin voilà, le bleu marine et le noir, c'était vraiment ce que j'avais en tête. Et en plus de ça, la mousseline bleu marine et le tuile, c'est en termes de couleurs, c'est celle qui était le plus proche et c'est celle qui allait le mieux ensemble, du coup, qui jurait un peu le moins. Donc je me suis dit, hop, je pars sur le tuile. Avant de me lancer dans la découpe vraiment de ma robe, dans les tissus finaux, j'ai fait une toile. J'ai donc décidé de faire une toile. Pour moi, c'était indispensable de passer par une toile, surtout vu que j'allais faire des modifications du patron, ce qui est en plus obligatoire. Je me suis dit, il faut que je fasse une toile parce que je veux être sûre, avant de découper dans mon tissu, que le rendu final sera bon et qu'il y aura le tombé et le fit sur moi que je voulais. Sur les photos, la robe Charlotte avait l'air quand même d'avoir beaucoup d'ampleur et d'être assez large. Je me suis dit que ça faisait visuellement, je me suis dit ça fait un peu trop par rapport à l'idée que je me fais de ma robe finale. Je voulais quelque chose qui soit un peu plus proche du corps. Donc d'après le tableau des tailles de la robe Charlotte, j'aurais dû partir sur une taille 38. Je me suis dit je vais la sous-tailler en taille 36. D'après les mesures et ainsi de suite, dans un 36, en tout cas pour le haut, j'allais passer. Et ensuite, vu qu'elle s'élargit, je me suis dit je peux faire ce que je veux. Et vu que je voulais aussi réduire l'ampleur de la robe vis-à-vis des basques, surtout que vu que je voulais les allonger aussi, je me suis dit si je pars sur la taille 36, ça va encore faire énormément de tissu. Donc j'ai pris l'ampleur des basques de la taille 34. Donc la hauteur, la largeur de ma basque, c'est la largeur d'une basque en 34. Et j'ai allongé mes basques. J'ai allongé mes basques de façon proportionnelle pour garder le visuel global de la robe. Et j'ai fait une toile dans du drap. J'ai fait une toile dans du drap et donc ça, je vais le mettre dedans parce que je t'en parlerai après. Et j'ai bidouillé un truc rapide pour une manche où j'ai pris le patron de la manche. Et j'ai fait une fente sur le dessus pour essayer de me donner une idée de comment est-ce que ça pourrait rendre. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai pris un vieux drap qui était un peu... qui était troué. Et du coup j'ai fait une toile. Donc c'est vraiment une toile... c'est une toile quoi. Parce que parfois on entend parler de toile portable et ainsi de suite. Là, le but... c'était juste de vérifier un petit peu à quoi ça allait ressembler, si ça allait m'aller ou pas. Sachant que du coup c'est un drap coton, donc le tombé n'est pas non plus exactement le même. Idéalement pour une toile, il faut prendre un tissu qui a un tombé similaire au tombé qu'on aura avec notre tissu final.
Mais là, c'était pas non plus ce que je voulais vraiment plus vérifier en termes d'ampleur un petit peu ce que ça allait donner, et du coup j'ai gardé en tête ce truc de là ça va pas retomber très bien, et ainsi de suite, mais c'est pas ça qu'on veut tester de toute façon. Donc j'ai fait mon test, j'ai fait ma toile en 36, le haut en 36, les basques en 34, et voilà, comme ça m'a permis de tester, de tout tester, en termes d'ampleur et ainsi de suite. J'ai enfilé la robe, j'ai des épingles qui tombent, il me reste des épingles, il faut que je finisse de les enlever. J'ai enfilé la robe et j'ai eu un sentiment de sac à patates. Immédiatement, je me suis dit, j'étais là, oh, ça va jamais le faire, j'arriverai jamais à faire ce que je veux, j'étais un peu, sur le moment j'étais un peu bon, qu'est-ce que je fais? J'ai réfléchi et je me suis dit, à la fin, moi je veux mettre une ceinture, je vais chercher une ceinture que tu as dans ton stock, donc j'ai cherché une ceinture un peu large qui se noue sur le devant et ainsi de suite. J'ai ceinturé et tout de suite je me suis dit non, ça marche, c'est ce que je veux, en termes d'ampleur et ainsi de suite on est bon, mais effectivement si je la ceinture pas, en fait au niveau de la taille, bon elle est pas boutonnée là au niveau de ma toile, donc on a un peu de mal à se rendre compte, mais il y a quand même une bonne... si tu la montes dans ce sens-là, on voit la largeur dos. Hop. Voilà, là, ça c'est la largeur dos. Donc si je te montre par rapport à mon buste, donc là je suis sur le devant, mais là on est à peu près bon quand même. Il y a quand même, ça reste un peu large, mais pas autant que si j'avais fait le 38. Donc, en tout cas, le fait de faire cette toile, ça m'a permis de valider les tailles. Ça m'a permis aussi de voir qu'il fallait que je rallonge encore un petit peu les basques, parce que j'avais prévu une certaine longueur pour les basques, mais il fallait que je rajoute encore à peu près 5 à 10 cm. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que je vérifie que le métrage de mon tissu est suffisant. Faire des recherches pour les manches, ceinture sur la base de ma ceinture noire que j'avais utilisée, et comment faire mon système d'accroche pour les foulards. Voilà. C'est aussi là que je me suis rendu compte que mon truc pour les manches là, de juste faire vite fait un truc avec la petite fente comme ça, en imaginant de faire la manche plus longue, que ça allait pas marcher, qu'en fait le fait d'avoir les morceaux de la manche qui se rejoignent à ce niveau-là, ça n'allait pas, ou ça laissait pas suffisamment d'espace pour l'épaule, pour que vraiment l'épaule se voit et ça devient un excès de tissu. En tout cas, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, bon, va falloir faire des recherches sur la manche. Et j'ai un peu réfléchi à comment faire mon système d'accroche. Et en farfouillant dans mon matériel, parce que je cherchais mon stable-manche. Le stable-manche, c'est une bande de thermocollant qui a aussi une couture dedans et qu'on thermocolle et qui permet de stabiliser certaines coutures qui risqueraient de se détendre. Donc on en pose parfois au niveau des coutures d'épaule et sur les cols. C'est quelque chose que j'avais déjà utilisé par le passé pour faire un chemisier qui avait un long col, un chemisier qui est croisé. Et je me suis dit, le stable-manche, ça peut me servir, sachant que je veux rajouter quelque chose qui aura du poids au niveau des épaules et ainsi de suite. Et en cherchant mon stable-manche, j'ai retrouvé des boucles qui servent à faire des sacs normalement, enfin qui se mettent sur des sacs. Et des boucles de couleur noire brillante, un petit peu noir métallisé. Et je me suis dit, en fait, j'en ai 4 et ça pourrait servir à faire cette impression de fibule sur les épaules. Et au début, je me suis dit, je vais prendre mes 2 boucles, je mets un morceau de tissu, je prends ce bout de tissu en sandwich dans la couture d'épaule, et puis on partira là-dessus, et puis ça ira très bien. Au début, je suis partie là-dessus. Donc là, on était le 4 janvier. Le 9 janvier, j'ai découpé la doublure et découpé le tissu principal. Quand j'ai fait mon test pour la longueur de tissu, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir faire passer toutes les pièces du patron. Le patron de la robe Charlotte, le haut est doublé. J'ai tout de suite vu que j'allais pas pouvoir doubler dans le même tissu. Du coup, j'ai doublé dans
la viscose que j'avais acheté, mon autre coupon de viscose, qui est en plus un peu plus fine, donc ça me faisait un peu moins d'épaisseur. Et j'ai vu aussi que mes basques basses, donc celles qui sont vraiment le plus larges, n'allaient pas passer. J'étais obligée de mettre les pièces au pli et en fait les demi devant dépassaient, donc j'ai dû encore réduire un petit peu l'ampleur. Ce qui n'est pas dérangeant parce que de toute façon, vu l'ampleur de la robe, on se rend pas compte qu'il y a en fait qu'il y ait plus ou moins 10 cm d'ampleur, on s'en rend pas trop compte, donc c'était pas dérangeant non plus. Et de toute façon, je n'avais pas assez de tissu. Et j'avais pas envie de recommander non plus juste un tout petit peu pour faire les basques, j'ai préféré adapter pour faire rentrer dans les 3 mètres de tissu. Et voilà, et ensuite, j'avais commencé un petit peu à réfléchir sur comment est-ce que je pourrais faire la ceinture. Donc j'avais fait un tout petit dessin ici, je sais pas si tu le verras de loin ou pas, mais en tout cas c'était avec cette idée d'avoir ma ceinture au début, peut-être utiliser du simili et de la mousseline pour faire les attaches, les trucs à nouer, appelons-les trucs liens à nouer. Pour la nouer dans le dos, et je m'étais dit je fais une base simili-cuir pour avoir une certaine rigidité, et je viens avec mon tissu bleu par dessus et ensuite je recouds et ainsi de suite. Au final j'ai pas tout à fait fait comme ça, mais c'est pour te montrer aussi comment les réflexions ont évolué. J'ai aussi testé les réglages de ma surjeteuse parce que mon but c'était aussi d'avoir des belles finitions et des finitions qui soient propres, et vu que j'ai une surjeteuse, je me suis dit autant utiliser la surjeteuse plutôt que faire un point en zigzag. Depuis avant j'ai ma toile sur les genoux, ça commence à me tenir un peu chaud. Voilà, et j'ai préparé une bande pour faire tenir les boucles. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit j'aimerais bien prendre les manches. Je savais pas encore exactement comment je voulais faire mes manches, mais ce que je me suis dit, c'est que je voulais que sur l'intérieur du buste, on ne voit pas les marges de couture. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je change un peu la gamme de montage de la robe. Et ensuite, voilà. Donc on était toujours le 9 et j'ai mis prendre un sandwich entre tissu buste et doublure buste. J'avais plusieurs comment faire ça, revoir la gamme de montage, poser du stable manche et ainsi de suite. Et du coup le 13 janvier j'ai eu l'idée de faire différemment pour les boucles parce que j'avais un peu ce côté de comment je fais exactement, comment je gère la surépaisseur, comment je fais quelque chose qui soit très esthétique au niveau des boucles et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais c'est bien joli de vouloir prendre en sandwich le lien qui maintient les boucles, mais si je fais ça, comment je lave ma robe après? Parce qu'en fait, c'est des boucles assez lourdes et ainsi de suite, c'est pas quelque chose normalement qu'on passe en machine. Comment je fais? Puis si j'ai pas envie de porter les écharpes, j'ai les boucles quand même, comment je fais ça? Donc je me suis dit, on va faire un autre système avec des pressions, comme ça je peux enlever les boucles et faciliter le lavage de la robe. Ensuite on arrive au 19 janvier. Le 19 janvier, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc le 19 janvier, j'ai fait des calculs pour les manches. Entre-temps, le 19 janvier, j'ai vraiment fait mon patronage de manches. Entre-temps, donc entre le 13 janvier, je te donne tellement de détails qui servent à rien. Pardon si ça ne t'intéresse pas trop. Mais j'ai du mal à me détacher des notes parce que j'ai l'impression que sinon je vais oublier un détail. Alors que c'est pas le plus important non plus. Mais en tout cas, j'ai pas mal échangé aussi avec les copines, avec plusieurs copines tricot que j'ai, qui font aussi de la couture, sur un petit peu les idées que j'avais. Et j'avais cette problématique des manches que, avec ma manche ouverte, j'ai essayé de regarder un petit peu, trouver un patron, mais j'arrivais pas à trouver exactement. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais, tu prends un mannequin et tu prends ton bout de tissu, t'épingles, machin, tu moules ta manche directement. Et du coup je lui ai dit mais moi j'ai jamais fait ça. Il me dit ah bah t'inquiète c'est facile. J'étais là, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça. Et j'ai pas de mannequin. Mais j'ai un compagnon qui est un peu plus grand et un peu plus carré d'épaule que moi, mais je me suis dit pour juste
avoir une idée globale de comment ça pourrait marcher. Donc j'ai pris mon compagnon, je lui ai enfilé ma toile, j'ai essayé de faire ce que Marie m'avait expliqué en faisant mes plis au fur et à mesure, en épinglant et ainsi de suite, et ensuite en découpant. Effectivement, une fois que j'ai redécoupé pour avoir ma pièce entre guillemets patron via ma toile, ça ressemblait un petit peu à ce à quoi c'était censé ressembler. Mais je me suis dit, c'est vraiment trop compliqué pour moi. En plus, du coup, je suis obligée d'emmerder mon compagnon avec ça. C'est pas l'idéal. Et j'ai un esprit où j'ai besoin de vraiment quelque chose de très, très concret. Et en fait, on en a rediscuté avec Marie et je dis, je vois exactement comment modifier la pièce patron. Je dis, autant avec ce truc très flou de modeler directement dessus, j'y arrive pas très bien et j'arrive pas à avoir le rendu exact que je veux. Mais là, je vois exactement comment modifier ma pièce patron pour avoir l'écartement que je veux et aussi avoir les plis que je veux. Et du coup j'ai fait un test, j'ai modifié la pièce patron et j'avais de la mousseline en stock que j'avais prévu pour un autre projet, mais j'en ai suffisamment, donc j'ai pris de la mousseline et j'ai fait ma manche à partir de mon patron. Donc même chose, j'ai fait une toile de ma manche. On va mettre ça comme ça. Et j'ai fait une toile de la manche. Voilà. Comme ça. Et là, j'avais le rendu que je voulais. Donc je l'ai pas fermé, j'ai juste passé un fil pour pouvoir froncer rapidement pour me donner une idée. Mais en tout cas, j'avais donc avec cette ouverture, vraiment pour bien dégager l'épaule. J'ai réadapté un petit peu pour avoir que ça tombe un peu plus haut et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça fait une manche où on a des petits plis, ce qui permet de donner l'ampleur et ainsi de suite. Et j'étais là, ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Et voilà, donc j'avais mon patron de manche. Il me restait plus qu'à vraiment faire la robe. Et pour le patron de manche, il y avait surtout le fait que, ben maintenant c'est bien, j'avais trouvé le patron de manche, mais il fallait que je trouve les réglages sur ma surjeteuse pour faire un ourlet rouloté. J'y ai passé une soirée, je n'arrivais pas à trouver un réglage où je n'avais pas mon tissu qui fronçait. Ça faisait que de froncer, je trouvais que c'était trop rigide, j'y arrivais pas, j'ai regardé sur internet, j'arrivais pas à comprendre ce que je faisais pas comme il faut. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Va voir dans ton placard, parce que j'ai des vêtements qui ont un mousseline ou simili-mousseline, et qui ont des ourlets roulotés. Va voir à quoi ressemble un ourlet rouloté du commerce. Et j'ai regardé sur une robe que j'ai et sur un chemisier, et en fait, les ourlets roulotés, j'ai vu que c'est un fil mousse qui avait été utilisé dans les deux boucleurs. Et je me suis dit, du fil mousse, j'en ai, on va essayer comme ça. Et ça a été miraculeux. Le fait d'utiliser du fil mousse dans mes deux boucleurs, ça m'a permis d'avoir quelque chose qui était plus souple et d'avoir un meilleur rendu visuel aussi. Donc voilà, mettez du fil mousse dans vos boucleurs quand vous voulez faire de l'ourlet, ou en tout cas je sais pas si c'est conventionnel, si c'est un truc que tout le monde sait déjà et que moi j'ai juste découvert en observant et en copiant. En tout cas ça m'a permis d'obtenir quelque chose dont j'étais satisfaite du rendu. Voilà. J'ai pas tout marqué en termes de détails, mais voilà. Et ensuite, en parallèle de ça, je cousais aussi la robe. Je fais que te parler de la robe, mais je ne te l'ai pas encore montrée. Alors, sachant que c'est une robe longue et ainsi de suite, je te montrerai des photos. Je fais ça, mais je vais pas te les mettre maintenant. Je te montrerai les photos portées, les deux photos que j'ai envoyées. En tout cas, j'ai fait la robe. Hop. Voilà. Donc, la robe, la voici. Donc le haut de la robe et les basques. Alors bon, les basques, c'est pas non plus le plus intéressant, on va dire. Mais en tout cas, voilà pour le haut de la robe. Comme tu peux le voir, j'ai fait des boutons recouverts. Je voulais garder le boutonnage sur la robe parce que pour moi, c'est vraiment un point
c'est une caractéristique du patron, mais j'avais pas envie que les boutons ressortent beaucoup parce que les images que j'avais de vêtements de la Grèce antique, il n'y a pas de boutons dessus. Donc je me suis dit, si je fais des boutons recouverts, ça me permettra de... Visuellement, il y a les boutons, mais ils sont pas non plus très présents. Ils ressortent pas comme si j'avais mis des boutons, je sais pas, des boutons à paillettes ou quelque chose... ou même juste un bouton bleu, en fait. Pour réussir à trouver vraiment exactement le même bleu, je me suis dit, ce qui se fondra le plus dans le tissu, c'est de faire des boutons recouverts. Les boutons recouverts, c'est vraiment très facile, si vous connaissez pas. On a une coque... attends, je vais t'en montrer en fait. Donc les boutons à recouvrir, si tu connais pas, ça ressemble à ça. On a une coque comme ça, métallique, et une plaque avec le pied du bouton. Et du coup, cette coque, elle est légèrement bombée et elle est creuse sur l'intérieur. Et alors parfois on a un... On va pas le voir, si un petit peu avec le reflet. Là j'en ai un en papier, on a un gabarit. Donc là c'est un gabarit en plastique. Et on a aussi les outils de montage. Et donc pour faire un bouton recouvert, on coupe son tissu avec le gabarit, on centre bien le tissu sur la partie basse de l'outil. On vient enfoncer la coque haute, et ensuite, là je vais pas le faire parce que ça va pas fonctionner, et ensuite on vient avec la partie qui a le pied, et on vient appuyer pour enfoncer le bouton, et hop, on démoule, et on a un bouton recouvert. C'est vraiment très facile à faire. C'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé, et j'aime vraiment beaucoup le rendu. On peut aussi vraiment s'amuser pour ajouter des détails et s'en servir comme décoration aussi. Voilà, les boutons recouverts, je me suis dit, ce sera vraiment chouette pour avoir ce côté ton sur ton, et que ça ressorte pas trop. Et du coup, là tu peux voir ma manche, on voit, du coup quand je tire, on voit un petit peu les plis qui restent discrets, hein. Il y a des plis sur le devant et des plis sur le dos pour vraiment donner cette ampleur à la manche. Les poignées de manche, j'ai fait des plis aussi, et ensuite j'ai passé un élastique. Mais l'élastique est... je sais pas si tu le vois, mais il n'y a pas non plus énormément de différence entre les deux. Et à l'essayage... Donc là, on le voit. En fait, j'ai refermé un petit peu ma manche avant le poignet de manche. Parce qu'à l'essayage, je trouvais ça plus joli en fait, d'avoir le fait qu'elle soit un petit peu fermée comme ça. Elle se tenait mieux sur l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment à force d'essayer où je me suis rendu compte que ça rendait mieux comme ça. Sur le haut ici des épaules, j'ai les pressions pour pouvoir mettre le système d'attache. Au pire du pire, après, si je veux porter la robe de façon plus simple, j'ai juste à les découdre et puis voilà. Le stabilise-manche, du coup, je l'ai posé à l'intérieur, ici, pour renforcer les épaules, pour éviter qu'il y ait des déformations et ainsi de suite. Et j'en ai posé aussi, vu que c'est une robe longue, je me suis dit, tant qu'à être en train de poser du stabilise-manche, je vais en mettre aussi... je me suis dit, qui dit robe longue dit poids, donc pour éviter ici, vu qu'on est quand même un peu dans le biais du tissu, d'avoir une déformation, j'ai posé du stabilise-manche aussi à ce niveau-là. Je vais l'ouvrir pour que tu puisses voir l'intérieur du buste, et du coup j'ai fait un intérieur qui est entièrement doublé. Donc ça c'est une modification que j'ai faite. Ici, comme tu peux le voir, on est sur l'intérieur, on ne voit pas du tout les marges de couture. Afin de faire ça, j'ai fait les coutures ici à la main. Voilà, donc elles sont pas parfaites, on voit surtout d'un côté, je crois que c'est surtout de ce côté-là, ça a tendance un petit peu, voilà, ça a tendance un petit peu à plisser par endroits. C'est pas parfait, mais ça fait la job, et je suis quand même plutôt contente. Et la couture qui est ici, celle-là pour le coup je l'ai faite à la machine, et en bisouillant, en passant, en retournant, machin, enfin bref, j'ai trouvé un moyen de la faire à la machine, et du coup ça fait un rendu qui est très propre, je trouve, et je suis très contente de ça. J'ai aussi sous-piqué ma doublure
pour que ça tienne. Ça me perturbe parce que j'ai des poils de chat. Donc voilà, j'ai sous-piqué la doublure pour que ça tienne. Et voilà, pour que la doublure ne ressorte pas en fait. Sous-piqué, on prend... on coud la doublure. Donc là je suis sur... ça c'est l'endroit, là c'est l'envers. Et on vient faire en fait ici une couture très très proche. Donc c'est pas une surpiqûre parce que de ce côté là on le voit pas, c'est une sous-piqûre parce que cette couture là elle est faite... on attache, on coud ensemble les marges de couture et la doublure. Et ça fait que ça se maintient beaucoup mieux. J'ai fait mes premières boutonnières. J'ai vraiment galéré à trouver des réglages avec ma machine pour les boutonnières. J'avais un petit souci avec la marche arrière pour la boutonnière, donc j'ai fait mes boutonnières de façon un peu bidouillée, mais à la fin j'ai des boutonnières quand même, donc je suis contente. Voilà pour ça. Et ensuite, ça c'est mes longues écharpes. Ça fera sens quand tu verras la photo finale. Donc le principe des écharpes, donc j'ai ces deux boucles, comme ça. Et ça vient se poser sur les épaules, et ça vient dans le dos. Donc sur le haut, de l'épaule, on a ça comme ça, avec les deux pressions. Et un système ici avec des agrafes pour attacher l'écharpe noire. Sachant du coup que les étoiles en mousseline, c'est aussi moi qui les ai faites, et du coup il a fallu faire des ourlets roulotés tout au long. Autant te dire que ça m'a pris du temps, mais ça m'a aussi permis de beaucoup progresser. Et du coup sur l'autre épaule, c'est exactement le même principe, et du coup le but c'est d'avoir ça sur les épaules et et sur le devant. Voilà, alors là ça va pas du tout avec ce que j'ai là, mais sur le principe tu comprendras. Et d'avoir du coup l'écharpe bleue qui s'arrête avant la noire pour qu'on voit la noire dessous. L'idée étant de faire écho aux représentations de NYX et aussi d'avoir quelque chose qui flotte quand je marche et d'avoir ce côté un peu vaporeux et cette idée de NYX qui apporte la nuit avec elle. Et ensuite pour la ceinture, je me suis chauffée. La ceinture, j'ai vraiment imaginé une ceinture qui rappelle la Voie lactée. La Voie lactée, c'est pas un mythe qui est lié à Nyx, mais Nyx étant la déesse de la nuit, la Voie lactée est visible la nuit, et je me suis dit, visuellement, ça apportera quelque chose aussi. Et je me suis dit, je veux une ceinture qui rappelle la Voie lactée. Et donc j'ai brodé une ceinture. Donc voilà. Je suis partie sur la base de la ceinture que j'avais moi, ma ceinture noire en cuir, qui avait à peu près cette forme-là, et j'ai brodé, donc il y a 10 types de sequins et de paillettes. Il y a des cuvettes avec face, il y a des cuvettes sans face, différentes tailles, et tout dans des noirs et bleus, et argent, pour avoir un côté un peu ton sur ton, pour que ça ressorte pas non plus... Pour que ça ressorte pas trop. Alors je dis ça, que ça ressorte pas trop, mais enfin ça reste des sequins, donc c'est très très brillant, hein, comme tu peux le voir. Mais voilà, je vous laisse ce côté ton sur ton pour avoir quelque chose qui reste discret. Dans ma tête, ça reste plus discret que des sequins. Enfin voilà, je sais pas exactement comment le décrire. Et ce que je voulais aussi, c'était d'avoir ce côté où la concentration de sequins est plus importante sur le centre. Comment je fais ? On va faire ça comme ça. La concentration de sequins est plus importante sur le centre, et ensuite il y en a un peu de moins en moins sur les bords, il y a moins de sequins que sur le centre. J'ai fait ça dans le but de mimer un petit peu comment est la Voie lactée, donc où il y a vraiment beaucoup plus d'étoiles sur le centre et ensuite moins sur les côtés. Et j'ai fait des bandes en pointe dans la mousseline bleue. Même chose avec ourlet rouloté pour pouvoir nouer dans le dos. Et pour rigidifier un petit peu la ceinture, j'ai passé j'ai thermocollant en tête, mais non, justement, j'ai pas thermocollé parce que, pour
pour pouvoir broder, je me suis dit qu'avec le thermocollant ça allait pas être l'idéal et que le rendu allait peut-être pas être très très joli. J'ai mis du simili-cuir dedans pour qu'elle ait une certaine tenue en fait. Voilà, comme tu peux le voir, il y a une certaine rigidité, c'est dû au simili-cuir. Mais voilà, du coup il m'a fallu, j'ai brodé ça sur 8 jours. Au début j'ai eu l'impression, quand j'ai fait mon premier test, j'ai eu l'impression que je n'y arriverais jamais, et en fait une fois que j'avais trouvé mon rythme, c'est allé quand même relativement vite. Bon, j'ai brodé 1 à 2 heures par jour, voire 3 heures le week-end, donc je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, en tout cas j'ai le rendu que je voulais, donc je suis très contente de ça, et je trouve que ça rend vraiment très bien. Voilà, il faut se lancer des fleurs un peu de temps en temps, ça fait du bien aussi d'être content du travail qu'on a fait. Je vais remettre ça là, en essayant de pas trop la froisser. Voilà, et du coup maintenant je te montre le résultat final de face. Donc là c'est vraiment pour le dossier, il fallait qu'on envoie une photo de face, donc c'est la photo que j'ai envoyée. Il fallait aussi qu'on envoie une photo de dos, que je te montre maintenant. Et on devait envoyer 2 photos focus sur un détail un peu plus technique ou quelque chose comme ça. J'ai envoyé une photo de l'intérieur de la robe, enfin de l'intérieur du buste, parce que je trouve que c'est là où j'ai le plus réfléchi à comment faire et où j'ai un peu le plus de travail pour vraiment cacher toutes les marges de couture, et de la ceinture aussi, parce que j'ai tout brodé à la main et que ça prend du temps. Donc voilà, c'est ça que j'ai envoyé. On pouvait aussi, si on voulait, c'était quand même fortement conseillé, d'envoyer une petite vidéo en mouvement. Enfin oui, si c'est vidéo c'est en mouvement, parce que si c'est une vidéo pour rester en statique, c'est pas hyper utile. Mais voilà, on pouvait envoyer une petite vidéo où on défile pour permettre de voir la robe en mouvement et ainsi de suite. Mais voilà, du coup j'ai soumis tout ça le dimanche 16 février, donc à la limite. J'ai un peu procrastiné par moment. C'est une tendance que j'ai avec tout et depuis longtemps. Il y a globalement que la pression du temps qui fonctionne avec moi, et de faire un peu trop au dernier moment. J'aurais un peu plus apprécié, je pense, si je m'étais mise un peu plus tôt. Parce que là, on dirait... Enfin, disons que j'ai vraiment énormément réfléchi à absolument tout avant de vraiment m'y mettre, et j'ai eu quelques blocages justement de toute cette histoire de comment faire les ourlets roulotés, et de blocage vis-à-vis des boutonnières et ainsi de suite, donc j'ai perdu du temps de ce point de vue là parfois, mais à la fin ce qui compte c'est que j'étais dans les temps pour rendre le dossier. Dans le dossier il fallait aussi qu'on écrive une présentation de notre robe pour expliquer la démarche qu'on avait vue, et ainsi de suite, et voilà, en gros. Non, pas en gros, pour le coup c'était vraiment du détail de chez détail. Voilà pour ce projet. Du coup maintenant j'attends avec plus ou moins de patience le 5 mars. Je suis très curieuse de voir les robes qui auront été choisies. Je suis très curieuse pour moi parce que si j'ai fait ça c'est que j'espère aussi être sélectionnée, mais on verra, enfin il n'y a rien qui est garanti. Mais je suis aussi très curieuse de voir les 12 robes en fait, que la mienne soit dedans ou pas, de juste voir ce qu'ont fait les autres personnes, comment est-ce que les personnes se sont appropriées la robe, sur quel thème elles sont parties, parce que du coup vu que c'est un concours sur les réseaux sociaux, il n'y a absolument rien pour l'instant, il n'y a pas... de voir qu'est-ce qu'ont fait les gens, sur quel thème comptent les gens, ils sont partis, les matières utilisées, les couleurs, les adaptations qui ont été faites. Enfin, voilà, je suis très curieuse aussi de ce point de vue, de découvrir les univers créatifs d'autres personnes à travers ce concours. Donc voilà, et si toi ça te tente aussi, c'est un concours qui est ouvert. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans la région Alsace pour y participer, donc si c'est un truc qui te tente pour les années suivantes, voilà, tu peux suivre le compte de Mode et Tissus
et t'auras toutes les infos à cet endroit-là, sur leur site et sur leurs réseaux sociaux aussi. J'ai vraiment beaucoup parlé, je vais aller me faire un thé et ranger. Ranger un peu mon bazar aussi. Parce que là, c'est un peu le boxon, vu que j'en ai mis partout. Et voilà, j'ai envie de dire, je te souhaite une bonne soirée, le truc classique. Mais en fait, je vais dire peut-être qu'il y a une... je laisse la place à la Alix du 5 mars, qui sait du coup quelles ont été les robes sélectionnées, et ainsi de suite. Et je la laisse te présenter vite fait quelques petits trucs et te souhaiter à la prochaine fois. Coucou, c'est la Alix du 5 mars. Tu l'auras peut-être compris à la tête que j'ai. Je fais partie des 12 robes sélectionnées. Enfin, ma robe fait partie des 12 robes sélectionnées. Je suis hyper contente. Ça fait 3h30 que je le sais. J'ai du mal à redescendre. Je suis vraiment, vraiment très très contente. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir découvert les autres robes, voir un peu les thèmes qui ont été choisis par les autres participantes. Il me semble qu'il n'y a que des femmes, je crois. Enfin voilà, des thèmes variés, des couleurs variées, des idées de modifications différentes et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est un beau mélange de créativité et dans différentes directions, différentes. Pas les meilleurs mots, hein, mais voilà, voilà pour la conclusion. Je suis hyper contente. J'ai hâte de savoir si on va être suffisamment à vouloir défiler pour savoir s'il va y avoir un défilé ou pas. Et voilà, je t'invite à aller voir sur les réseaux sociaux de Mode et Tissu pour pouvoir découvrir les autres robes. Et puis voilà. Si ce défi couture t'intéresse pour pouvoir y participer, je t'invite à suivre aussi les réseaux sociaux de Mode et Tissu pour pouvoir être informé dès que possible pour l'année prochaine. S'ils refont bien sûr, mais vu que ça fait plusieurs années et que ça a l'air d'avoir du succès, je vois pas pourquoi ils arrêteraient. Voilà, j'espère que cette vidéo très détaillée t'aura plu, que je t'aurai pas trop ennuyé avec mes détails et que ce sera pas trop ennuyeux à regarder. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine fois. Salut!